avec aujourd'hui Aurélien Pasquier, multi-entrepreneur et conférencier, et Éric Blot, créateur et CEO de la plateforme lesspeakers.com et producteur de cet événement. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Vous connaissez cette phrase de Confucius, eh bien, elle s'applique à la mise en œuvre de mise à jour. C'est un peu notre principe fondateur. Vous accompagner à travers les changements, vous nourrir, vous faire découvrir des femmes et des hommes à travers leur expertise, leur humanité. Pour le premier numéro, nous allons parler du cerveau avec le docteur en sciences. Docteur en sciences, Biljana Todorova. Ensuite, nous avons accueilli un ex-colonel de la Légion étrangère, Guillaume de Cersei, avec qui nous avons parlé du rôle du chef, du management et beaucoup d'humanité. Aujourd'hui, avec Aurélien, nous allons parler des nouveaux modèles économiques. Et puis, le 19 juin, on parle tennis. Tennis avec une ex-médaillée olympique, 2 médailles aux Jeux de Beijing, et une ex-numéro 1 mondiale, Florence Alix-Gravelier, qui a même porté récemment la flamme olympique. On verra quelle flamme l'anime pour nous parler de la politique du rebond. Le changement, c'est la seule chose qui dure. Eh bien, c'est le cas aussi pour les entreprises qui ont affaire à beaucoup de changements. Changement dans leur politique de sourcing des matières premières, changement climatique, bien sûr, changement RH, avec de nouvelles aspirations pour les salariés, et puis changement de réglementation. D'où le titre de mise à jour aujourd'hui, nouvelles contraintes pour les entreprises, nouveaux modèles économiques pour avancer. On en parle tout de suite avec Aurélien Pasquier. Aurélien, avant de poser une question, j'aimerais vous poser une question à vous, vous qui nous regardez. On va parler aujourd'hui avec Aurélien de la notion d'upcycling. Upcycling, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que ça veut dire? Je vous demande de nous répondre avec oui ou non. C'est simple, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on est entre nous. Savez-vous ce que c'est que l'upcycling? Oui ou non? On va regarder vos réponses, ça nous donne une idée un petit peu du panorama et de l'état des connaissances. Alors Aurélien, ma première question vers toi, elle est sur ces changements de réglementation. On a au niveau de la communauté européenne une nouvelle réglementation qui s'appelle pour les entreprises le CSRD. Ça s'appelle Corporate Sustainability Reporting Directive. On va demander aux entreprises de faire du reporting et de nous dire où elles sont en matière de développement durable. Est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité selon toi? Alors bonjour Christian et bonjour Eric. La CSRD, c'est vraiment une très grande transformation là, qui arrive puisque ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on se dit qu'il faudrait mettre en œuvre des choses à travers la RSE, par exemple, dans les entreprises pour aller vers des business un petit peu plus durables. Et comme ça ne vient pas assez vite, eh bien c'est la loi qui prend le relais aujourd'hui, notamment pour les grands groupes, et donc qui va imposer un certain nombre de contraintes. Alors il y a 2 lois en fait. Il y a la CSRD d'un côté pour les grands groupes, notamment dans le privé, qui vont devoir justifier d'un certain nombre de leurs actions. Et dans le public, il y a une autre loi qui s'appelle la loi AGEC. Vous n'avez pas forcément besoin de retenir tous les noms, mais qui envoie simplement des informations pour dire qu'il y a au moins 20% de leurs achats qui doivent être dans l'éco-conception. Finalement, soit on le subit, soit pour demain, c'est plutôt une très belle opportunité, je crois que c'est ce dont on va parler tout à l'heure, de pouvoir changer. 2 parties dans cette émission, l'interview qu'on a enregistrée il y a quelques jours avec Aurélien Pasquier, et puis dans la deuxième partie, vos questions, vos commentaires, vos relances, vous êtes les bienvenus. Je regarde un petit peu les compteurs, et alors là, on a une égalité absolument parfaite entre le oui et le non. On va détailler tout ça, on ne parlera pas que de réglementation, rassurez-vous, mais en tout cas, quand Aurélien en parle, ça a la manière d'être clair, précis, concis, et on comprend tout quand il en parle. Éric, on parle de modèles économiques, de nouveaux modèles économiques avec Aurélien. On va parler avec toi des modèles économiques de la conférence. Y a-t-il un modèle économique pour la conférence en général et pour les conférenciers en particulier? Salut Christian. Oui, il y a quelque chose qui se dessine de plus en plus précisément à mon sens. C'est le conférencier occasionnel
donc qui peut être salarié, qui peut être en poste dans un grand groupe, qui a des responsabilités inspirantes et qui régulièrement pourrait être invité dans des entreprises pour venir témoigner un petit peu de ce qu'il fait. Je vais pouvoir prendre l'exemple de quelqu'un responsable de justement sustainability dans un grand groupe du CAC 40 et qui serait invité dans une entreprise non concurrente, dans un autre secteur, pour dire alors comment vous avez résolu ce problème-là, vous, chez L'Oréal ou BNP, etc. Il y a un autre modèle qui est plutôt celui dont je m'occupe plus précisément maintenant, qui est le modèle des conférenciers professionnels, où là, j'allais dire, sur lesspeakers.com, il y en a 2000 qui sont inscrits. Je pense qu'il y en a une centaine qui vivent correctement de cette activité-là, c'est-à-dire qu'ils font suffisamment de conférences pour avoir un chiffre d'affaires qui leur permette d'équilibrer au moins leur budget personnel. Là, ce sont souvent des auto-entrepreneurs, ou des petites structures pour lesquelles il y a à la fois, évidemment, les honoraires qu'ils facturent quand ils font une conférence, mais à la fois, possiblement, d'entraîner un modèle un peu plus complet, un système un peu plus complet de rémunération, comme le fait Aurélien. Il fait à la fois des conférences, mais il fait aussi du conseil, de l'accompagnement de clients. Donc, ça permet d'avoir quelque chose qui va nourrir un petit peu ses finances. Donc, on peut avoir un bouquin, on peut avoir des revenus d'accompagnement, on peut avoir des produits numériques aussi, pourquoi pas des formations en ligne qui viennent nourrir le chiffre d'affaires du conférencier. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et je ne vais pas être plus long que ça, et je te propose, mon cher Christian, que nous regardions l'interview. Notre mise à jour démarre maintenant avec Aurélien Pasquier. Aurélien est conférencier, multi-entrepreneur et expert en nouveaux modèles économiques durables. Aurélien, bonjour. Bonjour Christian. D'où vient cette soif d'entreprendre qui est la tienne? La soif d'entreprendre que j'ai, je crois qu'elle vient directement depuis l'enfance, l'envie de jouer, l'envie de créer, peut-être exactement comme par exemple faire des Legos, de commencer en mettant des briques les unes avec les autres, de les empiler pour arriver à quelque chose qui me plaît, qui est à la fois créatif et qui permet en même temps de jouer avec les autres, de composer des mondes presque à l'infini. On peut décomposer, recomposer. Et très vite, j'ai commencé en prenant quelques briques à mettre en place une première entreprise, puis une suivante. Je crois que ça vient directement de ce moment-là. Même si j'ai souvent été leader dans les groupes que j'ai animés, j'ai toujours eu envie de pouvoir le partager, le mettre en œuvre à plusieurs. C'est sans doute un sujet de gouvernance carrément que j'ai mis en place avec au démarrage de mon entreprise une gouvernance coopérative. Donc à la fois j'étais dirigeant, mais en même temps comment je consulte les collaborateurs pour des décisions, ça c'est simple, mais parfois comment je vais jusqu'à la co-décision en disant là on va décider de telle manière et on partagera ensemble la responsabilité. Tu as créé Adaptable, alors on va parler de ce modèle qui est adaptable, mais comment ceci répond aux nouvelles contraintes environnementales? Alors avant Adaptable, j'ai créé plusieurs entreprises. J'ai créé une première entreprise dans un service communication, une agence communication durable qui a notamment travaillé sur tout le bilan carbone. Déjà, c'est quoi la communication? C'est quoi la communication responsable? Ça, c'était il y a 10 ans, alors on en rigolait un petit peu, même si maintenant c'est complètement ancré dans les mœurs. Et ça progresse de plus en plus, puis me dire que c'était pas suffisant de pouvoir aider les entreprises à mieux communiquer, même pas suffisant de les aider à créer de meilleures offres marketing, parce que très vite on était tout le temps en conflit avec le modèle économique. J'ai donc appris ce qu'était un modèle économique et j'ai découvert plein d'entreprises différentes et ça m'a donné envie d'œuvrer notamment dans une entreprise qui récupère du mobilier de bureau, tous ces grands bureaux que l'on jette parce qu'ils sont trop grands, ils étaient dont les entreprises se débarrassent, quoi. Dont ils se débarrassent, des bureaux où il y avait des écrans tubes cathodiques dessus, plus la petite bannette. Même Emmaüs n'en veut plus aujourd'hui, et donc plutôt que de les jeter, on est en train d'organiser une filière pour les récupérer, les redécouper et les refaire neufs. C'est pas du recyclage, c'est pas du réemploi, c'est entre les deux, ça s'appelle de l'upcycling. Ça me permet de montrer à la fois que ce que je raconte en conférence sur les modèles économiques est ancré directement dans les entreprises. Je vis les difficultés directement avec Adaptable et je vis surtout les résolutions de toutes les étapes qu'on arrive à mener
Et aujourd'hui, c'est une super entreprise qui se développe à un rythme tout à fait agréable pour un entrepreneur. Alors cette expérience, qu'est-ce qu'elle apporte aux autres, ceux que tu côtoies au quotidien? Cette expérience, elle montre qu'on est capable aujourd'hui d'imaginer que un modèle économique, c'est pas seulement imaginer la décroissance. En tout cas, un modèle économique de demain, ce n'est pas que par la décroissance telle qu'on l'entend, parce que parfois ça fait peur. Un modèle économique, il y en a plein qui existent. Économie circulaire, économie de la fonctionnalité de la coopération, upcycling, et plein d'autres. Et en découvrant tous ces modèles économiques, je permets aux gens de pouvoir toucher du doigt ce qu'ils pourraient transformer en douceur, en paix, dans leur entreprise, pour pouvoir être facilement dans le développement sur les 20 prochaines années. Alors les entreprises aujourd'hui, tu les connais bien, elles sont en quête de sens, elles ont des modèles RSE. Qu'est-ce qui leur manque pour aller dans cette démarche plus vertueuse? Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est simple, c'est une boussole. Une boussole qui indique à la fois ce qu'est un modèle économique, comment il fonctionne. On se trompe souvent avec un autre mot que je développe en conférence, qui est le modèle monétaire. Tout ce qui est engrangé dedans. Ce qui leur manque également, c'est comment on passe le moment où, quand on est dans une transformation, il va y avoir de la dissonance, qu'il va y avoir un peu d'ajustement, de désaccord, voire de conflit. Comment est-ce qu'on passe ces moments-là? Parce que forcément, vu qu'on est en changement, il va y avoir ces notions-là, qu'on connaît parfaitement aujourd'hui et que je connais quand j'accompagne les entreprises, en disant voilà ce qui va se passer, voilà les étapes, voilà les clés, et voilà comment on va les surmonter. Aurélien, quelles sont les clés d'interprétation de ta conférence? Je crois qu'elle est principalement dans une question qui est « Et si la réponse était dans les questions que vous n'êtes pas prêt à vous poser ?» Parce qu'il y a des vraies raisons d'espérer pour l'avenir. Et c'est à travers un message plutôt feel-good, optimiste, pas du tout alarmiste. Il y a ces sujets de complexité. Je vais apporter des clés pour pouvoir avancer sur ces questions, simplifier et à la fin de la conférence, probablement déjà imaginer plein d'idées pour les nouveaux business. Aurélien, merci pour ces raisons d'espérer. Pour vous, sachez que vous pourrez retrouver le profil complet d'Aurélien Pasquier sur le site lesspeakers.com. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour votre prochaine mise à jour. Ça tombe bien, aujourd'hui on a une boussole, c'est Aurélien qui nous aide à garder le cap, à savoir où est le nord. Alors on parle de choses très intéressantes dans ce monde en perpétuel mouvement pour les entreprises. Tu proposes un certain nombre de modèles économiques. Pour quel type d'entreprise? Parce qu'il y a autant de modèles d'entreprise qu'il y a de modèles économiques. Les PME, les grandes entreprises du CAC 40, ça s'adresse à qui? Alors, on pourrait croire que devoir se transformer, ce serait principalement pour les entreprises les plus polluantes. On pourrait dire les industries ou les entreprises d'agroalimentaire. On voit que la problématique pour avancer dans le côté un petit peu chahuté là, de l'économie d'aujourd'hui, ça interroge tout le monde. C'est-à-dire que ça peut interroger une entreprise qui fabrique du matériel comme des pneus. Voilà, on peut prendre un Michelin et qui se dit comment est-ce que je transforme mon offre de passer de la vente de pneus à la vente de kilomètres parcourus. Mais ça peut également être des entreprises de services qui se disent mais je crois que j'en ai marre de vendre des heures. Quelque part, c'est pas comme si je vendais du kilo d'andouille et comment j'avance avec ce sujet sur les parties RH. Non, non, c'est je veux plus vendre des heures, je veux vendre le bénéfice de ce que je peux produire dans une agence de communication. Est-ce qu'il faut que je vende le maximum d'heures pour produire un logo ou est-ce que je suis capable de produire un logo de par mon excellence et de par l'équipe qui est juste formidable, de pouvoir le faire très rapidement et ça a de la valeur. Et dans ce cas-là, ça n'aurait plus rien à voir avec l'heure. On a besoin de transformer ça pour changer et dans les industries ou l'agroalimentaire ou les entreprises plutôt carbonées pour aller vers des impacts un peu plus faibles en termes de carbone. Donc là, il y a des pistes. Et en même temps, dans les entreprises de services et pour les autres, sur les côtés plutôt sociaux et sociétaux, comment on travaille avec les équipes pour rendre un peu plus le travail un peu plus apaisé et plus agréable à vivre au quotidien. Eric, quel type d'entreprises dans un événement font appel
à des conférenciers. Est-ce que c'est une très grosse entreprise ou est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire intervenir un conférencier pour une entreprise moins importante? Ah oui, oui, il y a même, donc je te confirme, des entreprises moins importantes font de plus en plus aussi intervenir des conférenciers, mais même aussi des écoles, même aussi des prisons, même aussi des hôpitaux. Donc on est en train de voir quand même se développer cette culture de faire intervenir un expert ou une personne inspirante de l'extérieur pour donner un peu ce cadeau, par exemple, aux invités de notre événement. Alors Aurélien, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, on voit beaucoup d'images de marque de la part des entreprises, et puis on voit aussi un peu de greenwashing. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans tout ça des entreprises qui lavent plus blanc? Ouais, alors la partie communication a toujours existé, c'est de communiquer avant d'avoir réalisé. Très longtemps, j'ai milité contre le greenwashing pour vraiment dire mais qu'est-ce que vous avez fait réellement? Pouvez-vous dire avant d'avoir fait les choses? Aujourd'hui, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Alors, je ne valide pas du tout le greenwashing, mais c'est devenu tellement une peur pour certains de se dire je ne vais pas communiquer parce que j'ai peur de me faire taxer de greenwashing, qu'on bascule dans un autre mot qui est le greenwashing, c'est-à-dire je ne parle plus tant j'ai peur de me faire taper sur les doigts. Et donc, on a l'impression que là, on arrive dans une période où plus personne ne fait rien, alors que c'est faux. Autrement dit, maintenant, j'essaye de relier les deux parties. D'un côté, les gens qui n'osent plus parler pour leur expliquer comment pouvoir agir déjà grâce aux nouvelles boussoles et aux nouvelles cartes au trésor pour aller vers les trésors de demain des nouveaux business. Et savoir comment le dire. Donc, il y a des méthodes pour ça, à travers l'humilité de communication, la communication responsable, etc. Et de l'autre côté, les gens qui parlent un peu avant d'avoir fait, mais parfois, ça a un côté d'action, c'est-à-dire parce que je l'ai annoncé, alors je vais me mettre en action, parce que je l'ai verbalisé. Et donc, avant de vraiment complètement annihiler ce côté communication avant d'avoir réalisé, moi je trouve malgré tout intéressant d'annoncer parfois à des équipes, voilà ce sur quoi on va travailler, voilà comment on va avancer, si c'est en réelle authenticité et sans mensonge, bien sûr, sur le marketing qui pourrait être produit. Par exemple, une voiture en pleine forêt en disant la voiture électrique, elle est très bonne pour la forêt. Non, ça marche pas. Ce sera jamais de la vie. Ce sera une voiture en pleine forêt, ce sera sympa. Bien. La communication, ça te connaît. Tu as tenu une agence de communication. C'était Everest. Oui. Je ne sais pas si tu as atteint des sommets, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui a marché, ce qui a moins bien marché dans la communication et comment on peut aujourd'hui voir la communication compte tenu des paramètres que tu viens de développer? Alors, sur la partie communication, donc, c'est une agence de service, c'est une entreprise de service, et de réfléchir à modéliser un nouveau modèle sur du service, c'est un exercice qui est un tout petit peu plus compliqué que celui d'une industrie. Néanmoins, on a réussi à faire énormément de nouvelles offres très concrètes, sauf que les premières étaient un peu trop boîte noire. Elles étaient trop conceptuelles. Les clients comprenaient qu'on allait aller vers comment faire moins de communication, mais qu'elles aient un meilleur impact. Il fallait avoir des critères de démarrage pour se dire qu'on allait faire moins d'impact social et environnemental. Par contre, plus d'impact de ce à quoi sert la com, à savoir visibilité, engager des gens pour aller jusqu'à la partie commerciale. Entre la théorie et la pratique, pour certains, au début, ça a été un peu compliqué. Donc ça a été la période plutôt dure du passage de l'agence qui nous a poussé à devenir beaucoup plus concret dans les offres. Ce qui fait que dans tous les segments, par exemple, comment on travaille la partie graphisme avec des encres plus écologiques, comment on travaille sur les algorithmes de compression vidéo pour avoir des vidéos les plus allégées possibles et expliquer aux gens, ça ne sert à rien d'avoir de la 4K si c'est pour le regarder sur un téléphone tout petit. Et surtout, on a fait une innovation technologique avec des sites Internet bas carbone, les nanosites, qui étaient les premiers sites Internet qui révolutionnaient le monde de la quantité d'informations et surtout de ne pas rendre obsolètes les smartphones, les ordinateurs, etc.,
ni les serveurs, et de manière très, très légère. Donc, à partir du moment où on a eu des services et des produits très concrets, alors on pouvait remonter à nouveau sur les concepts de modèle économique, et les deux allaient entre le rêve et la réalité, un petit peu un côté qui, moi, me plaît bien, qui est le côté et l'idéal et le réel, le côté idéaliste. Bien. Qu'est-ce que tu appelles un nanosite? Un nanosite, c'est un site qui est extrêmement léger, où toutes les parties ont été travaillées pour accélérer les requêtes, supprimer les requêtes inutiles. Par exemple, vous mettez une Google Maps dans votre site Internet, il y a une requête incessante qui passe entre Google et le site, même quand il n'y a pas de visiteurs sur le site Internet. Donc, on va créer, il va y avoir de l'énergie qui va être consommée. Créer un trafic qui ne sert à rien. Alors qu'il n'y a personne. C'est un très court exemple sur presque 200 actions différentes qui étaient faites sur le sujet. L'avantage, alors, c'est une petite action de mettre en place un nanosite dans une entreprise. Je ne sais pas si même on peut l'appeler comme une action environnementale. Simplement, c'est un bon point de démarrage pour des grandes équipes qui veulent commencer à mettre le pied à l'étrier, parce que c'est un projet qui est assez simple, qui va être très vite visuel et qui va être quantifiable. On peut commencer avec ça, pour ensuite se mettre en œuvre en disant « bon, ça, on a réussi à le faire, qu'est-ce que maintenant on pourrait faire de plus grand ?» et qui est toujours aussi excitant. Dans un instant, avec toi, on va parler d'upcycling. Éric, j'aimerais te solliciter sur la communication. Quels sont les moyens à ta disposition pour parler des conférenciers? Quels sont les moyens à leur disposition? Je pense que le moyen le plus utile aujourd'hui sont les réseaux sociaux, pour lesquels les conférenciers peuvent publier sur leur sujet de prédilection, leur sujet d'expertise, pour se faire connaître sur évidemment leur niche professionnelle, et en évoquant régulièrement le fait qu'ils prennent la parole aussi dans des événements. Après, moi, de mon côté, évidemment, je fais ça depuis quelques années, donc j'ai beaucoup de clients qui reviennent régulièrement et qui me demandent des conseils pour avoir tel ou tel intervenant sur tel ou tel sujet. Donc, on est dans la communication relation client, j'allais dire presque one-to-one, donc assez classique, pas très innovante. Mais l'innovation aujourd'hui, c'est vraiment l'usage des réseaux sociaux. Donc, il y a LinkedIn, sur lequel il y a beaucoup de conférenciers qui se positionnent, mais il y en a certains qui ne sont pas du tout sur LinkedIn, qui vont tout miser sur Instagram ou TikTok, d'autres qui ont des chaînes YouTube à fort succès, fort audience. Tous ces médias, en fait, qui sont à leur disposition sont vraiment très utiles et très pratiques pour eux, quoi. Alors, l'upcycling, qui est l'un des thèmes forts de ce numéro de mise à jour, petite définition d'abord, Aurélien, puis on va parler d'un exemple concret avec Adaptable, qui est une entreprise à la tête de laquelle tu te trouves et qui officie pour d'autres entreprises. C'est quoi l'upcycling? Alors, l'upcycling, c'est le mi-chemin entre le réemploi et le recyclage. Dans l'économie circulaire, l'idéal, c'est le réemploi. C'est-à-dire que quand on n'a plus besoin d'un objet, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit réemployé ailleurs, dans une autre entreprise, chez quelqu'un d'autre? Si je prends le cas des tables, eh bien, on va essayer de le revendre et ça repart dans le marché. Si ça ne se vend pas, eh bien, peut-être qu'on peut le proposer aux collaborateurs ou aux partenaires qui sont ensemble. Et on en fait un don, et parfois ça repart sur des filières type Emmaüs ou autre. Là, on est dans la partie réemploi. Éventuellement, il peut y avoir une notion de réparation s'il y a besoin. De l'autre côté, c'est le recyclage, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus, donc on prend, on broie, on transforme pour un autre usage. Et par exemple, pour les tables, la plupart du temps, on sépare le métal du bois, et le bois va servir, il sera brûlé pour faire de l'énergie. Il y a un intermédiaire qui est l'upcycling, c'est-à-dire qu'en fait, on va transformer, mais pour le même usage. Et là, en l'occurrence, imaginez les fameux grands bureaux des administrations avec L ou avec une courbe à l'intérieur qui font 80 cm, qui sont très, très grands. Et donc, on ne peut même pas les donner aux collaborateurs parce que ça ne rentre pas dans la chambre du petit. On ne sait plus quoi en faire. Emmaüs n'en veut plus. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les jette. Alors que nous, on les récupère, on a mis en place alors une immense coopération entre les éco-organismes qui régulent ça, les gens qui s'occupent du réemploi et qui nous disent bah, là on n'arrive plus, là, si tu fais rien, ça va partir en déchetterie. On travaille avec un ESAT, puisque c'est une entreprise à mission en plein dans l'ESS,
Et c'est la motivation qu'on a, c'est de créer une entreprise ultra vertueuse qui à la fois fait du business, puisque finalement, on va redécouper un rectangle à l'intérieur pour faire des bureaux reneufs qui repartent sur le marché. Donc, en fait, on est fabricant de bureaux à travers des ressources locales, à moins de 200 km autour, en travaillant avec des gens qui sont les plus fragilisés ou les plus loin de l'emploi. Voilà l'upcycling à mi-chemin entre le réemploi et le recyclage. Alors, les entreprises ont parfois des très bonnes raisons de ne pas le faire, de ne pas y aller. Elles te disent peut-être oui, mais nous, c'est différent. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu as un secret? Allez, quand on essaye de travailler sur les innovations, puisque finalement, mon métier de conférencier, c'est d'imaginer les innovations de demain et que les innovations, elles ne vont pas être seulement sur la partie produit. Imaginez qu'à chaque nouvel iPhone qui sort, ça rend les autres obsolètes alors qu'ils fonctionnent encore. L'innovation produit aujourd'hui, c'est un des sujets qui rend les choses obsolètes. Alors qu'on aime ça, on aime le côté, moi, même je suis geek, et pourtant je réfléchis à me dire, mais quelle innovation pourrait ne pas rendre obsolètes les outils d'hier ou d'aujourd'hui même. Et pour ça, pour innover, on a besoin d'être câblé sur quelque chose qui va plutôt être l'ordre du oui plutôt que du non. Sauf que quand on est en réunion d'innovation, eh bien, comme tu le disais tout à l'heure, oui, mais ça ne va pas marcher. Le oui, mais est ultra présent partout sur les contre-arguments. Alors, on fait un petit jeu auquel je m'adonne régulièrement au début des ateliers ou des débuts des conférences qui s'appelle oui et en plus. Ça, c'est mon grand kiff. On est obligé de parler avec les personnes autour. On n'est pas loin de l'improvisation. On commence une phrase avec oui et en plus. Nous sommes tous les trois ensemble ce matin pour, et l'autre continue, oui et en plus pour, et il continue la phrase. Pour s'obliger à retenir le oui mais, il viendra mais plus tard, quand on aura déjà donné plein d'idées. Parce que si on commence à écraser la première idée, qui évidemment est naze, mais la deuxième un peu moins, et c'est la 10e qui est très intéressante. Si on a sabré le sujet au tout démarrage, alors on n'arrivera jamais à imaginer. Donc, plutôt oui et en plus que oui mais. Oui, et vous pouvez poser vos questions à Aurélien. C'est ouvert, vous y allez dans le chat et vous y allez de bon cœur. Éric, qu'est-ce qui freine parfois les entreprises, que ce soit de client final ou une entreprise d'événementiel, puisque mise à jour leur est destinée, dans l'adoption de l'idée de faire appel à un conférencier ou une conférencière? Je pense que l'idée est maintenant bien dans les esprits des agences événementielles. La prise de risque sur le conférencier qui ne connaissent pas reste très présente. Tu pas sans savoir que le métier de l'événementiel fait partie des 5 métiers les plus stressants en France. Je crois que dedans, il y a les pompiers de Paris, le GIGN, etc. Enfin, waouh. Donc, on est sur quelque chose de éminemment anxiogène qui crée beaucoup d'adrénaline. C'est pour ça que les gens de l'événementiel aiment ce métier. Mais ils n'aimeraient pas que le conférencier qu'ils ont programmé et qui va peut-être intervenir devant parfois 500, 1000 personnes soit mauvais et que du coup l'événement soit très mal noté. Donc on a un sujet et on travaille avec Aurélien et avec beaucoup d'autres conférenciers avec des gens qui sont bons, qui entraînent les gens, qui traitent de sujets dont on a tous besoin, de les faire découvrir à ces programmateurs d'événements en leur disant peut-être que les conférenciers que vous faisiez déjà intervenir il y a 20 ans devraient être upcyclés. Je pense qu'on va upcycler les speakers, leur faire autre chose. En tout cas, avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir découvrir de nouveaux speakers qui apportent beaucoup, à mon sens. Donc, c'est la prise de risque. Pour ça, on travaille avec les conférenciers en filmant leurs conférences et en faisant des teasers pour les donner aux donneurs d'ordre pour qu'ils voient qu'on leur propose des choses très forte valeur ajoutée. Tangible et réaliste. Exactement. Aurélien, on va parler d'une notion, c'est marrant parce que tout ceci nous amène à parler de cette notion que tu développes toi, qui est celle de la dispensabilité. Sommes-nous tous indispensables ou pas? Comment tu défends ton propos à ce niveau-là?
Oui, alors j'ai créé ce concept il y a quelques années, notamment dans les entreprises que j'ai créées. Ma première motivation était de pouvoir me dégager du temps, moi, en tant que dirigeant, et ne plus me dire, bien qu'on s'imagine être libre en tant que dirigeant, du coup, j'étais libre de ne jamais prendre de vacances, finalement, et de me dire comment est-ce que j'arrive à suffisamment déléguer. Pour déléguer, il ne faut pas que je sois indispensable à l'entreprise, même si, par exemple, il m'arrive un accident, si je dois m'absenter beaucoup plus qu'une journée ou 15 jours de vacances, comment ça se passe? Par ailleurs, l'autre motivation, c'était dans les équipes, comment est-ce qu'on évite de mettre en tension sur le sujet de la rétention d'informations d'une personne qui serait détenteur d'un savoir très très fort et qui ne voudrait pas forcément le partager, au risque de mettre l'entreprise à un niveau de tension et de stress très forte vis-à-vis de cette personne-là. Dans les nouveaux modèles économiques dont je parle en conférence, et j'en parlais hier après-midi justement, on a ce sujet de la coopération. Comment est-ce qu'on avance ensemble? Et pour ça, il vaut mieux éviter de rentrer dans une tension autour de « j'ai de la valeur parce que je suis indispensable ». J'ai de la valeur, moi je propose, c'est j'ai de la valeur parce que je sais être leader de mes collègues pour les emmener vers plus de dispensabilité de ma part. Attention, pour y arriver, il y a quand même deux éléments très importants. C'est un, ça doit commencer par le dirigeant. Il est hors de question de dire c'est toi qui seras indispensable parce que sinon on va entendre remplaçable et dispensable n'est pas remplaçable. L'exemple vient en haut toujours. Voilà. Et c'est comment est-ce que j'emmène le groupe avec moi, un peu comme un vol d'oie sauvage. Vous voyez, vous êtes devant, c'est pas forcément vraiment en ligne, mais je suis devant et j'emmène les autres, c'est tendre vers ça. Je les forme sur des temps de formation du midi. Je suis capable de prendre un peu le relais à droite, à gauche pour les personnes qui m'encadrent. Donc ça, c'est important. Et le deuxième point, c'est que même l'aspect financier et les objectifs annuels sont liés à ça. C'est-à-dire que dans les objectifs annuels, il y a des objectifs de dispensabilité et les augmentations sont liées à ça pour que ce soit, parce que sinon ce serait dissonant. Si on augmente, si on paye, on fait une belle rémunération pour les gens indispensables parce qu'ils mettent en tension et ceux qui jouent le jeu de jouer collectif et du partage et de la transmission de compétences le sont pas parce qu'ils mettent pas en tension l'entreprise, alors ça va pas. Donc voilà, il faut qu'il y ait ces deux éléments pour bien sécuriser le groupe. Il faut y aller doucement avec une méthodologie bien précise que j'explique en conférence ou lors des ateliers pour emmener vers cette idée qui parfois est vue comme contre-intuitive et pourtant, quand elle s'instaure dans un groupe, elle est ultra vertueuse et apaise complètement l'entreprise. Et chacun est libre de pouvoir continuer dans l'entreprise et de porter le sujet ou de se dire bon, ben là, ça fait 4-5 ans que je suis dans l'entreprise. Là, maintenant, j'ai envie de quitter. Comme j'ai réussi à me rendre dispensable, je vais pouvoir plus facilement négocier un départ paisible, tranquille, pour aller continuer ma vie de salarié, découvrir d'autres compétences, d'autres envies, etc. Et on a des relations RH, des richesses humaines bien plus nobles. Alors, tu nous parles de tout ce qui est du collectif, de l'intelligence collective. Est-ce que l'intelligence collective, dont on parle beaucoup, est la réponse à toutes les problématiques que traversent les entreprises? Et est-ce que l'innovation passe forcément par cette intelligence collective? C'est une très bonne question parce que, effectivement, aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il faut partir sur la coopération et l'intelligence collective pour pouvoir créer les nouvelles idées. En phase d'idéation, c'est-à-dire au tout démarrage où on a besoin de rassembler un grand nombre d'informations, l'intelligence collective apporte énormément d'informations, ne serait-ce que pour embarquer un groupe dans la raison d'être de pourquoi on se transforme. Est-ce qu'il y a réellement besoin d'y aller ou est-ce que c'est juste un fantasme du dirigeant qui dit « Allez, j'en ai marre, il y a statu quo aujourd'hui, ça va bien, mais… » j'ai envie un peu de fun, je transforme. Non, c'est quelle est la raison d'être? Et là, l'intelligence collective va pouvoir embarquer l'ensemble du groupe vers le sens de la transformation. En revanche, il faut bien mettre de côté le côté intelligence collective en se disant que parce qu'on est plusieurs, on aura plus et des meilleures idées. Parfois, c'est un designer, ou c'est un artiste, ou c'est
un musicien. Alors, il va rentrer dans les artistes. Mais quelqu'un qu'on va faire rentrer dans l'entreprise un peu différent, et ça peut être une personne qui va avoir une idée juste fantastique, qu'on va faire travailler parce que c'est son métier d'aller travailler les idées grâce à l'ensemble des informations données par l'intelligence collective. Donc, il faut un balancier entre des moments de coopération et d'intelligence collective et des moments de travail avec la puissance des créatifs pour pouvoir imaginer les imaginaires de demain et les nouveaux récits. Je crois que la meilleure illustration, c'est quand j'ai vu des gens qui ont fait intervenir des jeunes dans leur entreprise, ou des écoles, ou des étudiants en se disant « Tiens, on va faire venir du 109 ». Et là, ils vont nous chambouler tout. Et en fait, quand on fait travailler avec ces gens-là, 80% du temps, ils arrivent juste au niveau de là où on en était rendu avant de leur transmettre les informations. Ils essayent juste de répondre à la question qui leur était posée au démarrage. Donc, il y a souvent des déceptions dans ces moments-là. Il y a des méthodes pour les emmener beaucoup plus loin. Et déjà, il faut un peu plus de temps. Voilà, donc attention, l'intelligence collective n'est pas la seule réponse à l'innovation pour demain. Il nous reste une dizaine de minutes à passer avec Aurélien Pasquier et Éric Blot. Vous voyez que c'est tout à fait passionnant. Vos questions, évidemment, sont les bienvenues puisque c'est le but de ce rendez-vous. Mise à jour qui ne fait pas simplement votre mise à jour sur des connaissances, mais qui vous permet, évidemment, d'aller titiller, d'aller questionner celles et ceux qui interviennent. Éric, si je te dis intelligence collective dans un métier qui est plutôt solitaire, celui de conférencier, qu'est-ce que tu me réponds ? Je te dirais que les conférenciers sont souvent des gens inspirants, des gens qui ouvrent un peu les chakras et qui débouchent ensuite sur un plan d'action la plupart du temps. Donc, tu vois, Aurélien et quelques autres font des conférences et peuvent animer un atelier ensuite. C'est le passage à l'action. Et les ateliers sont souvent l'occasion, quand on est dans des événements, à générer cette envie de mettre en œuvre de l'intelligence collective. Tu vois, si on est dans une salle format cabaret où les gens sont autour d'une table, ils écoutent une conférence, ils comprennent plein de choses, et puis après on dit, bon alors, et nous, dans notre entreprise ou dans notre secteur d'activité, qu'est-ce qu'on pourrait commencer à imaginer suite à toutes ces flammes, enfin tous ces éléments qui ont été allumés par Aurélien pendant son intervention, et puis on commence à les faire travailler. Donc, tu vois, après, il y a plein de modèles qui sont utilisés en événementiel, où les gens changent de table régulièrement, puis continuent à faire avancer la réflexion. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, le café, je ne sais plus quoi, mais bon, enfin, il y a plein de modèles pour faire travailler les gens en groupe et qui créent vraiment, tu vois, dans un géant des cosmétiques, j'ai vu le plan stratégique commercial de 27 pays être élaboré durant une après-midi. Et puis me rendre compte que 2 ans après, le plan était suivi, était mis en œuvre, et c'était juste après une conférence qui avait été produite, et j'avais adoré cet effet de mise en œuvre derrière l'inspiration. Alors, pour avoir animé des séances d'intelligence collective, je peux témoigner qu'il y a des trésors d'imagination quand on met ensemble un certain nombre de cerveaux et que ça fonctionne très très bien sur un événement en particulier parce qu'on a eu cette espèce d'élan provoqué par la conférencière ou le conférencier et qu'après on a bien compris où il faut aller chercher et qu'on est dans cet élan et qu'on continue. Aurélien, on va parler d'un élan particulier là aussi entre les entreprises, c'est la coopétition. Alors c'est une notion qui se développe depuis quelques années. On n'est pas simplement des adversaires, mais on peut aussi trouver des liens communs et avancer ensemble. Essayons d'être plus précis là-dessus. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que la coopétition? Est-ce que tu as des exemples en tête? Oui, alors et j'ai vu qu'il y avait une question. Oui, de Donatienne. Et donc, sur la partie coopétition, donc c'est le mix entre la compétition d'un côté et la coopération de l'autre. Où souvent on parle de collaboration. Alors la collaboration, c'est chacun travaille un peu en mode silo et puis à la fin on essaie de tout rassembler. La coopération, on est en interaction dans les contraintes avec les uns et les autres et on essaye d'œuvrer ensemble vers un bien commun. La coopétition, c'est que finalement on est en face de nos concurrents
et comment est-ce qu'on travaille ensemble? Parce que est-ce qu'on est là pour juste se mettre sur la gueule, ou alors est-ce que malgré tout, parce qu'on a des convictions et qu'on se dit, bien qu'on soit concurrent, peut-être qu'on pourrait faire certaines choses ensemble. Gardons les espaces où on est mis en compétition, très bien, et puis il va y en avoir un ou l'autre qui gagne. Mais comment est-ce que, en créant ces formes de groupes, notre groupe de coopétiteurs pourrait être plus fort, déjà individuellement, parce qu'on va œuvrer pour un bien commun, par exemple, on va se mettre en lien avec toutes les structures qui travaillent sur l'upcycling de mobilier de bureau, et de se dire, localement, on a intérêt de réfléchir à nos process ensemble, parce que de toute façon, il y a des moments où on ne sera pas en compétition et comment on peut s'entraider. Et qu'est-ce qu'on peut viser plus haut, plus loin dans nos modèles économiques pour pouvoir les transformer? Changer de modèle économique tout seul dans son coin, c'est audacieux, c'est possible, mais c'est plus long que de le faire plutôt avec un écosystème plus grand, en emmenant avec nous, en étant leader du changement, l'écosystème de nos concurrents. Question de Donatienne, est-ce que vous avez un exemple concret pour illustrer un processus de dispensabilité? Elle pense notamment au cas d'une transmission d'entreprise et comment peut s'inscrire cette démarche dans la durée? Alors, la démarche de dispensabilité au démarrage, elle n'est pas dans l'idée forcément d'abandonner ou de transmettre l'entreprise. Elle peut être simplement dans le fait de comment est-ce qu'on fait redescendre la charge mentale, le temps qu'on passe dans l'entreprise, et puis de sécuriser l'entreprise, bien que les personnes soient présentes ou absentes, et notamment le dirigeant s'il est malade, s'il lui arrive un accident, s'il quelque chose comme ça. Donc le processus est déjà de mettre en œuvre qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je peux transmettre à mes équipes, est-ce que j'ai écrit, est-ce que je peux retrouver des documents quelque part? Donc ça commence par des bases de référentiels très très simples. Est-ce que je me mets un objectif de partage? Parce qu'il va falloir que je prenne du temps de formation et de transmission pour ça. Et pour certains, c'est effectivement de se dire, là, j'arrive en bout de course et j'aimerais vendre l'entreprise. Et pour beaucoup d'entreprises de services ou même d'autres entreprises, où c'est intuitu personnel, c'est-à-dire que c'est le dirigeant ou la dirigeante porte, de par son nom, énormément l'image de l'entreprise. Et parfois, c'est pour de vrai, que si la personne s'en va, ça peut vraiment mettre en difficulté l'entreprise. Donc, il faut sortir de ce schéma-là pour mettre en avant la raison d'être de l'entreprise, le fait qu'elle existe avec des process, avec une culture d'entreprise, avec ou sans nous, qui, pendant qu'on est là, est portée par notre vision, mais va très bien avancer également demain. Alors pour ça, il y a tout le travail sur la raison d'être, vision, mission, valeur à bien reposer, et ensuite les parties techniques à transmettre, et tout un escalier de tests pour arriver au moment où on peut se dire, ça y est, maintenant, l'entreprise n'est plus liée à Aurélien Pasquier Corporation, c'est le nom de l'entreprise qui est vraiment passé devant, avec du micro-branding à l'intérieur des équipes pour pouvoir leur permettre de partir en avant. Aurélien, merci. Alors, on va passer maintenant à la suite, parce que dans Mise à jour, il y a toujours une suite. Cette suite, c'est Eric qui va nous la commenter et qui va nous la proposer. Alors, merci Aurélien, merci Christian. Moi, j'ai en effet plusieurs choses à vous proposer pour conclure. Prenez rendez-vous si vous voulez discuter avec Christian ou Aurélien ou avec moi. Il y a le petit bouton au-dessus. Notre prochaine mise à jour, donc saison 1, épisode 4, ce sera le 19 juin. Une double raison, c'est Roland-Garros, donc on va parler tennis. C'est année olympique en France. Elle a plusieurs médailles olympiques autour du cou. Florence va aussi nous parler d'équipe, de performance, de leadership, d'audace, avec un concept que j'adore particulièrement, qui est le conquérant pacifique. Donc là aussi, on rejoint un peu les notions de compétition et puis de collaboration, évidemment. Et le thème de son intervention, ce sera la mécanique du rebond.
Bon, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, hein, Christian. Florence est vraiment une très belle conférencière et très dans la motivation, mais aussi dans l'accessibilité et elle donne des vraies clés. Et puis évidemment, du fond et de l'humanité. Ouais. Et puis, je te salue, Christian, aussi. Tu sais que tu es mon animateur d'événements corporate préféré. Donc, je suis très content qu'on fasse cette émission ensemble. Et si vous cherchez un animateur pour à la fois francophone et anglophone, ce que je ne suis pas, donc ce que j'admire d'autant plus, si vous cherchez un animateur pour vos événements d'entreprise, n'hésitez pas, Christian, on bookera son agenda. Donc voilà, le 19 juin à 11h30, évidemment, vous aurez des nouvelles. Et puis, si vous avez besoin de me contacter en direct, je vous donne même mon portable, hein, que vous ne mettrez pas sur Internet, évidemment. Bien sûr. Voilà, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. On a tenu à 1 minute près. Je suis un tout petit peu trop bavard sur ma conclusion, mais merci beaucoup, messieurs. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, à la prochaine. Au 19 juin. Bye bye. Salut.